Troisième partie de l'étude du document, comment sortir de la guerre, comment aller vers la paix, ce qui n'est pas exactement la même chose, et on va le voir que c'est quelque chose de très compliqué. Vous remarquez la photographie du document que je vous ai montré. Pour nos enfants, la paix en Algérie, c'est l'objectif, c'est la raison que présentent les Français pour tous les enfants, donc la paix en Algérie. La situation est complexe, et la guerre ne s'arrête pas d'un coup. Cette progressivité de l'arrêt de la guerre, on l'aperçoit sur ce document, avec donc entre la demande du cessez-le-feu et la véritable fin de la guerre, on a quand même plusieurs mois. Le 18 mars 1962, c'est la signature des accords d'Évian. Il faut attendre le 5 juillet 1962 pour que l'indépendance de l'Algérie soit proclamée. On a surtout entre février et juin de très nombreuses violences, en particulier à Alger, surtout par l'OAS, c'est-à-dire l'organisation de l'armée secrète, une organisation qui est constituée à la fois de colons qui refusent de partir d'Algérie et qui veulent empêcher les autres colons de partir d'Algérie, et par certaines fractions de l'armée. Ces actions de l'OAS se font contre le FLN, mais se font aussi directement contre les représentants de la France, bien sûr, et contre les colons, donc pour les empêcher de partir. Vous notez en particulier une attaque d'une patrouille de contingent qui est donc faite par l'OAS, donc par des Français, et vous notez aussi l'incendie de la bibliothèque universitaire. L'OAS s'en prend plus directement d'ailleurs aux Français que au FLN, c'est mettre en place une politique de la terreur pour faire échouer la paix en Algérie. Le bilan de la guerre est difficile à tracer car Algériens et Français ne sont pas véritablement d'accord sur le nombre de morts. On évalue, vous avez le document à la page 78 de votre livre, on évalue environ 25 000 soldats français tués, 4 500 soldats algériens, 150 000 Algériens tués donc du côté algérien. Des pertes civiles qui s'étendent à 4 500 morts en France et 20 000, plus 13 000 disparus, règlement de compte, etc., etc. Il faut rappeler que se sont ajoutés au bilan, aux morts directes de la guerre, les harkis que l'on a abandonnés sur place. Il y a même eu des directives de la part de l'armée française pour laisser les harkis, dont je vous rappelle qu'ils étaient des supplétifs de l'armée française, sur place en Algérie pour ne pas les emmener en France. Et en restant sur place en Algérie, ils se sont évidemment fait massacrer car ils sont considérés comme des traîtres. Bien sûr, le regard sur la guerre et sur la paix diffère suivant le point de vue d'où on se place. Vous avez ici un extrait de la chanson d'Enrico Macias, qui est un porte-parole des rapatriés d'Algérie, chanson donc en 1962. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux,
ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Je vous ai passé tout ce passage parce que j'ai écouté tout ce passage parce que il me semble très représentatif d'une situation donc de l'époque. Vous remarquez d'abord que la musique est très nettement méditerranéenne avec des accents de guitare qui font penser à la musique andalouse, donc la musique arabe en fait. Enrico Macias part d'Algérie donc en juillet. C'est ce qu'on a appelé les pieds noirs, c'est-à-dire les Français d'Algérie, et il raconte ce que eux vivent bien entendu comme un exil, puisque je vous le répète, les Français en Algérie sont souvent des enfants nés en Algérie, des adultes qui sont nés en Algérie, très souvent de parents, voire de grands-parents nés en Algérie, et qu'il n'y a pas d'homogénéité sociale et économique des Français en Algérie. Ce ne sont pas tous de grands colons. Camus, dont vous avez certainement entendu le nom déjà, est aussi un Français d'Algérie, mais parmi les pauvres Français d'Algérie. Cette nostalgie, comme on l'appelle, a été importante en France au moment de la paix, enfin au lendemain de la guerre d'Algérie. Elle reste d'ailleurs importante en France puisqu'il y a toujours des associations de Français d'Algérie. De l'autre côté, on a une exaltation de la paix, une exaltation de la guerre. La guerre d'Algérie et la victoire en Algérie, c'est le résultat de la valeur des combattants en Algérie et des combattants FLN en Algérie, ce qui a permis au FLN de s'imposer pendant très longtemps au pouvoir, de continuer de s'imposer d'ailleurs au pouvoir en Algérie. C'est une des catastrophes de l'Algérie. Évidemment, le pouvoir algérien, mais en exaltant la victoire du FLN et la victoire des combattants du FLN et de l'ALN, le pouvoir algérien passe complètement sous silence le fait qu'une partie de la population n'adhérait pas forcément, passe complètement sous silence la question des harkis, passe complètement sous silence aussi les divisions entre les partisans de Messaliadj et ceux de Ben Bella. Le mémorial du martyr d'Alger fait le lien entre les combattants que vous avez vus dans la vidéo que je vous ai montré, les combattants qui s'opposent à la conquête française et les combattants donc de l'ALN et de l'armée régulière, de ce qui devient l'armée populaire donc du lendemain de la guerre. C'est pour le FLN un seul courant et c'est le seul courant qui puisse exister. Ce document n'était pas dans votre livre, mais ça me paraît dommage pour comprendre un peu comment la question de la mémoire se passe à la suite de la guerre d'Algérie. C'est en 2002 seulement que le président Chirac crée le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie, mémorial national qui se trouve au Quai Branly à Paris, par lequel la France reconnaît enfin véritablement ses opérations de maintien de l'ordre
comme un conflit dans lequel elle a engagé son armée. Ce document, qui est un extrait du discours de Bouteflika en 2005, pardon, au moment donc on vous dit où on discute en France du caractère positif de la colonisation, au moment où il y a un article dans une loi française qui évoque la nécessité de présenter aux élèves le caractère positif de la colonisation, article qui a tellement fait bondir les historiens et les enseignants d'histoire et géographie que le pouvoir a été obligé de reculer, supprimer cet article incitant à parler du caractère positif de la colonisation. Dans ce cadre-là, donc, Bouteflika prononce un discours où il définit ses conditions pour la signature d'un traité d'amitié. Et les conditions pour la signature d'un traité d'amitié, c'est en fait une reconnaissance et même l'expression d'une repentance par la France, donc de remords exprimé par la France pour tout ce qu'elle a fait en Algérie, tout ce qu'elle a fait subir aux Algériens depuis la colonisation, mais aussi et surtout pendant la guerre d'Algérie. Donc le peuple algérien n'a eu de cesse d'attendre de la France une reconnaissance de tous les actes commis durant la période de colonisation, y compris la guerre de libération, pour pouvoir signer en fait un traité de paix. Repentance auquel l'État français se refuse. Pour conclure, la guerre d'Algérie, c'est une période douloureuse. C'est une période douloureuse pour la France qui a été incapable de sortir de cet état colonisateur. C'est évidemment une période douloureuse pour l'Algérie. La difficulté de la décolonisation de l'Empire français aboutit à des relations complexes. À la fois, bien sûr, l'Algérie est très proche de la France. L'Algérie, c'est l'autre côté de la Méditerranée. Bien sûr, la population d'origine algérienne en France est très importante, mais en même temps, il y a un ressentiment durable entre ces deux pays, ressentiment durable qui progressivement s'apaise avec le changement des générations et avec le travail des historiens.